à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi dernier. On se retrouve pour une vidéo d'actualité. Aujourd'hui, dans les rois du Bitcoin, on va parler S&P 500, on va parler de Jérôme Powell, décision de la Fed par rapport au taux directeur à 10 ans. On parlera également de Gary Gensler et on finira par Bitcoin. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Il se trouve dans le petit forum que je vais retrouver juste ici dans documentation qui a été préparé par Géo. C'est juste une stratégie qui fait une quinzaine de pages, très facile à lire, très facile à décrypter et elle peut être utilisée pour vous aussi parfaire votre stratégie personnelle. On commence avec des informations qu'il y avait sur le Discord vis-à-vis des flux par rapport aux whales. Je le dis souvent, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on voit en fait un décrochage au niveau des big whales entre 1 million et 10 millions de dollars, et qu'on voit en fait les baleineaux, on peut les appeler comme ça, les violets, qui continuent en fait à soutenir ce prix et la pression plutôt acheteuse, eh ben c'est plutôt bon signe. Historiquement, il faut le savoir. Donc j'espère que ça peut éventuellement vous aider, puisqu'on avait exactement ce même reflet sur des toutes petites time frames. Alors on est vraiment sur des toutes petites time frames. Si on commence à décrocher ici au niveau des violets et puis les gros en fait prennent des longues ou prennent des achats, on voit que le prix décroche, stabilise et puis après on va se laisser violets qui reprennent et là c'est plutôt les whales qui baissent. Et ici c'est plutôt haussier, donc on peut peut-être observer la même chose, je ne sais pas. Mais généralement c'est pas forcément mauvais signe puisque les baleineaux sont plutôt là pour soutenir le prix sur des plus petits montants mais beaucoup plus présents, si vous voulez en termes de volume. Juste avant de commencer de parler de Bitcoin et faire les actualités, j'aimerais vous parler de S&P 500. Il faut savoir quelque chose que je traite très régulièrement, ce sont les structures notamment en W et en M-top, et notamment sur les timeframes en weekly. Il faut bien le prendre en considération, pourquoi? Puisque généralement, les structures sur les indices sont prises avec une très grande attention. Et généralement, ça fonctionne sur des ratios de 1 pour 1. Je m'explique de façon extrêmement limpide. Si on commence à observer quelque chose comme ceci, avec un M-top, je le mets en jaune, on le verra beaucoup mieux, sur le S&P 500, à partir du principe qu'on ira chercher un ratio de 1 pour 1 si on vient à accepter ici, et on cherchera l'accélération sur un ratio de 1 pour 1 si on accepte sous les précédents supports. Ici, on voit bien, par rapport à la bougie vendeuse ici en rouge, ravalée par une magnifique bougie bleue, verte, si vous voulez, de votre côté. Si on vient à s'installer et à clôturer sous cette bougie verte, eh ben, le risque, c'est d'aller chercher un ratio de 1 pour 1 pour aller chercher le suivant support qui se trouve encore et toujours sur les 4114 points. Ça fait des mois qu'on en parle de ces 4114 points qui nous reviendra exactement sur un ratio de 1 pour 1. Ni plus ni moins, vous allez chercher des ratios et des magnifiques ratios de 1 pour 1 juste ici, et on se retrouverait proche des 4114 points, un petit peu plus bas, sur les 4000 points, au-dessus des 4050 points, à peu près là-dessus. Donc il faut faire extrêmement attention. En revanche, c'est de la prédictive, c'est pas quelque chose qui est en train de se passer. Et ce sera exactement le même phénomène si on transforme en fait cette structure ou ce triangle, si vous voulez, de contraction qu'on observe également sur le RSI, on le regardera juste après. Si on vient le transformer en magnifique W ici, à ce moment-là, on ira chercher les ratios de 1 pour 1 pour aller chercher quoi? Les précédents ATH. Formidable par rapport à ça. Si je prends du recul et que je regarde deux indicateurs que j'utilise énormément, on en avait d'ailleurs parlé dans une vidéo d'académie cette semaine. Si on a en fait notre RSI en 14 périodes ou 21 périodes qui se trouve au-dessus de la neutralité des 50, on est donc dans des flux plutôt acheteurs. Donc on tient une pression acheteuse. Donc les creux sont faits pour être rachetés. Et on est en train de travailler, en fait, vous voyez ici, ce support des 55-54 qui faisait précédemment office de résistance, qui a été brisé et maintenant ça fait office de support. Donc plutôt intéressant de l'observer ici en 21 périodes, plutôt un indicateur en 21 périodes utilisé par les institutionnels. Vous avez exactement la même chose juste là par rapport aux 14 périodes. Et tant qu'on est en fait dans une neutralité haute, au-dessus de cet oscillateur des 50, ça veut dire que le momentum est plutôt dans la main des acheteurs ici et c'est plutôt haussier. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on le détermine, si vous voulez. À quel moment on a en fait des changements de polarité? C'est quand on vient chercher en fait cette neutralité des 50 et là on peut éventuellement se positionner pour aller chercher en fait un directionnel, soit une accélération baissière, soit un rejet haussier. Un avalement haussier sur des précédentes bougies. On l'observe très régulièrement, mais pour l'instant, je ne m'inquiète pas au niveau des indices. Mais faites attention, puisque si on venait en fait aller chercher en dessous des 4300 points, je ne pense pas que le marché crypto ferait chambre à part juste ici. Il y a plusieurs phénomènes par rapport à ça, même s'il y a eu un non-événement hier, il y a eu quand même une décision d'aller chercher un petit peu de liquidité basse. On l'observe ici avec une petite bougie de ravalement, notamment en daily ou en 4 heures. C'est clairement voulu par le marché puisque vis-à-vis de Jérôme Powell, il n'y a pas eu de surprise.
Hein, il garde complètement son discours, il n'a pas augmenté les taux, le marché n'a pas été surpris. Généralement, dans une zone de rechargement de vente logique moyen terme, vous prenez quoi? Des profits, c'est très important, qui pourraient être considérés comme une phase de réaccumulation. Hein, c'est ça. Donc, accumulation, expansion, réaccumulation, nouvelle expansion. Et après, il y a des patterns de wake-off, la méthode de wake-off qui pourrait se mettre en place. Je vise toujours personnellement de nouveaux ATH, incessamment sous peu, avec potentiellement un retour au réel, mais plutôt fin d'année. Hein, les indicateurs techniques et macroéconomiques, notamment américains, sont très bons. Jérôme Powell le dit, et on est d'ailleurs surpris. Et ça me donne ma transition. On repart juste après le Bitcoin, restez bien avec moi, parce que c'est extrêmement intéressant. Jérôme Powell qui prend la parole. Il y a deux choses qu'il a dit. La première chose, c'est Jérôme Powell s'exprimait après la réunion du comité de la Fed et a décidé de maintenir les taux à niveau actuel et déclaré que la Fed allait prendre ses décisions sur les taux de réunion par réunion. Ok, ça ne change strictement pas. Ce qu'il faut bien comprendre, donc il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Néanmoins, il ne veut pas qu'on prenne en fait son discours comme un plan d'action. En fait, il n'a pas de plan d'action. Ils n'ont pas d'autre choix de prendre des décisions mois après mois en fonction des données qu'ils ont à un instant T. Donc ils ne font que constater et mettre le curseur, soit en augmentation des taux, soit en plateau, donc ils n'augmentent pas, soit en baisse. Mais pour l'instant, rien ne l'indique. En tout cas, le consensus ne l'indique pas. En parlant du consensus, c'est exactement ce qui avait été décidé. 99% du consensus était sur un maintien des taux entre 5,25 et 5,50. Et le pivot serait maintenant encadré pour fin juin. Et j'ai un gros doute là-dessus. Et je vais juste vous expliquer ça, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en lise. Il y a en fait un besoin de refinancement d'une énorme partie de la dette américaine qui se passera au début du Q2 2024. Pour moi, ce serait fin mars, début avril. Et là, actuellement, le marché price plutôt un pivot à partir de juin, juillet, voire août, donc plutôt fin deuxième, début troisième, 2024. Et je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait casser dans le marché si en réalité le refinancement de cette dette se fait à des taux aussi hauts. Je pense que ce n'est pas tenable dans le temps. Ils le savent très bien. Par contre, il faut toujours comprendre quelque chose. C'est lorsque la Fed fait son pivot, inflèche la courbe en fait de l'augmentation des taux directeurs, qu'il décide, c'est que quelque chose s'est cassé dans le marché, quelque chose s'est cassé dans l'économie. Et c'est comme ça que je dis souvent, mais en fait, ils ne font que le subir. Donc le changement de taux, donc la baisse des taux, sera donc subi par la Fed sur une décision d'urgence prise en fonction d'un constat. C'est ça qu'il faut très bien comprendre. Maintenant, on revient dans ce paradigme-là par rapport à ce que Jérôme Powell a dit, et c'est extrêmement intéressant. C'est la deuxième chose qu'il a dite qui est extrêmement intéressante. J'ai toujours pensé que l'atterrissage en douceur était une perspective plausible, ajoutant que ces perspectives restaient inchangées, même si d'autres facteurs pourraient affecter les perspectives de la Fed. La hausse des taux qui atteignent des niveaux records depuis 2018 n'est pas due à l'inflation, mais à l'amélioration de la croissance, à une offre plus abondante de titres obligataires, dit Jérôme Powell. En somme, il explique très simplement qu'il a été surpris et étonné de la résistance et de la résilience de l'économie américaine et que les perspectives économiques étaient au-dessus de leurs propres attentes par rapport à ce qu'ils avaient en fait anticipé. Et c'est là où on dit Jérôme Powell veut une récession. Oui, une récession est généralement la sous-jacente d'une inflexion au niveau de l'inflation. Une récession est toujours en fait la cause d'une inflexion forte au niveau de l'inflation. Donc on pouvait partir du principe que Jérôme Powell voulait une récession. Mais qu'il la voulait ou qu'il la voulait pas, actuellement il constate quoi? Que l'Amérique est plutôt forte. C'est ça qu'en fait qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, vous comprenez bien au niveau du turfu, vis-à-vis du public et du retail, c'est qu'on est en train de nous vendre maintenant des obligataires. On nous vend actuellement des contrats obligataires. On me le propose, on vous le propose très probablement, et vous allez le voir de plus en plus en fait dans les publicités des banques. Avec des taux à 4%, des taux à 5%, des taux à 6% sur 4 ans bloqués, à 6% sur 6 ans bloqués, à 8, etc., etc. Sur des produits que les banques sont en train de mettre en place, justement pour surfer sur ces taux obligataires, qui très probablement vont avoir des incidences. Si vous devez en fait prendre cet argent-là, vous serez soumis à la réaction du marché, au taux du marché. Donc faites très attention par rapport à ça. Si vous décidez de prendre des obligations, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que personnellement, je n'en vois pas l'intérêt. Et c'est surtout que vous ne pouvez pas toucher à votre capital avant la date d'échéance. Parce que sinon, vous êtes soumis à la loi du marché
même s'il y a des possibilités avec des frais de pénalité qui sont parfois très élevés de retirer son argent. Mais une obligation, elle est faite pour être tenue dans le temps. Donc 3 choses qu'il a dit. 1, s'il faut remonter les taux, je le ferai, en fonction des données mois après mois que j'aurai. 2, l'économie américaine était plus résiliente que je le pensais, donc plus forte, avec un taux de croissance soutenu à plus de 2% et un chômage relativement résilient, même si en toute petite croissance. Et 3, l'inflation n'est pas directement due à l'augmentation des obligations ou à l'augmentation de la performance, mais due en fait à l'attractivité au niveau des taux qui sont aujourd'hui proposés sur le marché obligataire et à la forte abondance, si vous voulez, au niveau de cette taux. Bah oui, parce que le Trésor américain, il a besoin de rembourser sa dette. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire. Il faut comprendre que depuis 2 mois, le remboursement de l'emprunt de la dette américaine du Trésor américain a dépassé le budget militaire. Le budget militaire américain, c'est 780 milliards de dollars. Aujourd'hui, le remboursement de la dette américaine à échéance, c'est 1000 milliards de dollars par an. 30% du PIB français, juste en remboursement d'intérêts. 1000 milliards de remboursement d'intérêts par an. Comprenez-le ou non, mais ces taux ne sont pas tenables dans le temps. À quel moment on a peur? Parce que Hermès est gentil de nous dire tout ça, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment on prend notre job à nos coups. Je vous le dis, je vous le redis, c'est toujours la même chose. Si vous commencez à avoir les taux à 10 ans qui sont décidés par la Banque centrale américaine, qui sont actuellement sur les 5,25, 5,50, qui viendraient en fait à cross, tout simplement. Et comprenez-le comme ça, si ça vient à cross, ça veut dire que très probablement la Fed a commencé son pivot. Par rapport au taux sur le marché secondaire, à ce moment-là, il y aura une cassure du marché. Quelque chose ne va pas dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'économie qui s'est brisé. Je ne peux pas vous dire quoi, je ne le sais pas, on ne fera que le constater et mieux encore le subir. Mais généralement, on a quelques semaines d'avance lorsqu'on vient à observer ça. Ça va commencer à chauffer, chauffer, chauffer. Mais ça, c'est un signal qui est extrêmement important, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a une perte de confiance et un désengagement assez massif, puisque si les taux augmentent au niveau du marché secondaire, c'est-à-dire que les gens vendent massivement les obligations. Et si les gens vendent massivement les obligations, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance dans les obligations. Et actuellement, on voit que la confiance est là, parce que les taux directeurs américains sont nettement au-dessus par rapport au marché secondaire, tout simplement. Un ratio de 1, c'est quand même pas mal, 1%, 0,75%. C'est pas tout le temps le cas, bien évidemment. Donc si vous reprenez dans le passé, par rapport en fait à ce cross entre les taux directeurs et les taux sur le marché secondaire, lorsque ça vient grosser, vous reprenez 2001, vous reprenez 2008, vous reprenez tout ça, il y a généralement des cracks financiers. Tout simplement. Un vrai crack, une vraie cassure dans les marchés, dans l'économie. Généralement, les marchés le price de façon relativement violente. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on devra prendre tout simplement notre job à nos coups. Je finis sur juste une petite news, c'était ceci pour prendre le titre de la vidéo. Les États-Unis maintiennent une pression maximale sur les crypto-industries. C'est la réponse de Berger Labergère. Après une série de revers en justice dans ses actions contre la crypto, le gendarme américain de la bourse SEC prévient donc Gary Gensler, aucun acteur de l'industrie ne sera épargné. Ceci n'est pas à prendre en compte, puisque déjà intégré par le marché. Il faut bien le comprendre. Le marché a déjà intégré toute la vendetta de Gary Gensler. Donc on ne peut pas le prendre en considération. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'en a pas fini avec les exchanges, il n'en a probablement pas fini avec Binance, mais là il va s'attaquer maintenant aux bourses, il va s'attaquer aux courtiers, il va s'attaquer, etc., etc., etc. Donc on peut parler de Robinhood, on peut parler de Interactive Broker, on peut parler de tous ceux qui proposent, même probablement PayPal, même probablement, etc. Il va s'attaquer à tout le monde pour mettre tout le monde dans le rang d'un futur cadre juridique clair, de confiance, pour pouvoir accéder, si vous voulez, à cette adoption, pour pouvoir faciliter et accompagner cette adoption. Sans ce cadre juridique, BlackRock ne lancera pas ses ETF. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est clairement ce que je persiste et je signe. Sans cadre juridique, il n'y aura pas d'expansion au niveau du marché crypto dans les 5 ou 10 prochaines années. Il nous faut un cadre juridique. Quelles que soient les concessions qu'on doit faire, quels que soient les arbitrages qu'on devra faire, on ne le fera que le constater, on le fera si vous voulez ensemble. En tout cas, je vous dirai exactement ce que personnellement je fais, parce que si tous nos cryptoactifs préférés sont considérés comme des securities, on va partir du principe qu'il faudra peut-être s'en désengager de certaines. Donc pour l'instant, je ne connais pas les tenants aboutissants. On peut parler d'un taux de décentralisation, on peut parler d'une barrière à l'entrée, on peut parler d'un droit ou d'un enregistrement à avoir auprès de la SEC, etc. Il y a plein de choses qui sont en train d'être débattues, ils travaillent dessus, mais sans cadre juridique clair pour les institutions comme les particuliers, il n'y aura pas de bull run ou de Bitcoin à $1 million ou de choses comme ça. Ça va venir, il faut juste prendre le temps. Je vous remets juste en fait en exergue
par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur Gary Gensler. Ce n'est pas différent de ce qu'on vivait dans les années 2000 ou fin des années 90 avec Internet. Si vous arrivez, on a essayé de le faire avec les lives qu'on fait le vendredi. Mais si vous essayez de retrouver des actualités, des informations du ministère, de l'Assemblée nationale, que ce soit aux États-Unis ou de la Chambre haute aux États-Unis ou de la SEC aux États-Unis, etc., à ce moment-là, oui, je crois que ça existait déjà la SEC, ceci étant dit, oui, tout à fait, bah, partez du principe que ce n'est pas différent par rapport aux sociétés startup.com de l'époque, puisque Internet n'avait pas encore de cadre juridique clair. Et ces institutions-là, ces institutions de contrôle qui sont censées garantir la sécurité pour les citoyens et pour le public, en fait, avaient mis beaucoup de barrières dans les pattes de ces jeunes startups qui commençaient à se lancer dans l'ère des dot-com. Il faut bien le comprendre. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose de connu et ça n'a pas empêché Internet d'avoir son expansion et de connaître aujourd'hui ce qu'il a connu. On ne parle même pas des réseaux sociaux, on parle d'Internet, de faire passer des informations dans des câbles électriques pour avoir des pages web qui s'ouvrent, qui ne servaient pas à grand-chose d'ailleurs à ce moment-là. Mais vous avez compris un peu l'idée. C'était le potentiel de ce que ça pouvait en fait changer dans les cas d'utilisation du public qui était extrêmement dangereux et qui devait encadrer. Et les boîtes qui n'avaient pas de cadre juridique produisaient des choses. On peut d'ailleurs regarder la dernière vidéo de cette petite tirade au niveau de Jacques Dorsey vis-à-vis de Grand Tank Crypto, très intéressant par rapport à ses débuts, à partir du principe que ces projets, ils n'avaient pas pété en l'air. Et il en a créé plusieurs des projets dans le web. C'est d'ailleurs été un développeur. Twitter est arrivé bien après. Comprenez-le bien comme ça, on est vraiment au début de rien, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la SEC n'est clairement pas différent de ce qu'on a vécu avec la bulle des dot-com ou avec l'ère d'Internet, l'ère des dot-com, aux prémices de cette magnifique bulle, sans réel cadre juridique. Ça commençait à arriver, mais je vous rappelle qu'à l'époque Internet, et reprenez des articles de 97, Internet est un repère de pédophiles, un repère de terroristes, un repère de... Vous m'avez compris. C'est ça Internet, comment était qualifié Internet dans les journaux spécialisés mainstream. Ça a bien changé. Il y a un cadre qui a évolué. Et ça continue encore aujourd'hui avec les RGPD, avec tout ça, à continuer à être encadré, tout simplement. Ouais, j'espère que je vous ai aidé en parlant de ça. On parle juste très rapidement au niveau de Bitcoin et Ethereum, et je clôture cette vidéo. Vous avez ici, en fait, pour moi, plutôt une espèce de tout petit flux, un terrain qui est en train de se mettre en place. On vient bloquer ici sur la moyenne mobile 20 périodes en mensuel, qui fait actuellement office de résistance. Vous avez le magnifique support des 25 000 $. Le plus probable, qu'est-ce que c'est si on est en train de première essayer de faire un nouveau plus haut? Je garde en fait cette perspective de flux. Peut-être qu'il nous faudrait une magnifique news, et il nous faudra très probablement une news pour pouvoir casser ces fameux 32 000 $ ou 31 500 $. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la dominance de Bitcoin reprend un petit peu de poil de la bête, et à contrario, Ethereum est beaucoup plus faible, parce que lui avait déjà en fait cassé son magnifique support, qui fait maintenant finalement office de résistance autour des 1700 points, 1700 $ par rapport à Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Bitcoin lâche, Ethereum lâche, il ira très probablement chercher son point pivot qui est soit un petit peu plus bas, la résistance des 1280, enfin la résistance des 1280 $. Donc oui, ça fait un sacré drawdown. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit attendre? Comment on fait pour relancer une dynamique ici? Parce qu'en fait, on a un petit peu à cette image-là finalement. C'est pas compliqué. En faisant un nouveau plus haut. C'est ici, en réalité, qu'on accepte pour relancer les flux. Tout simplement. Donc vous avez un premier flux, potentiellement un deuxième flux, et là potentiellement on attend un troisième flux qui peut être en extension ou avorté, bien évidemment, c'est pas complètement impossible, mais on attend en fait ce troisième flux, tout simplement, et il peut prendre du temps pour arriver dans un range, ça peut durer très très longtemps, c'est comme les idiotistes vous diront que vous avez une 2, une 3, une 4, une 5, et les 4 peuvent être parfois extrêmement longues, rassurez-vous, on a le temps chez les rois. Je finis juste sur... je voulais pas oublier peut-être quelque chose, je ne sais plus. Ah si, exactement ça. Vous comprenez bien ici que Jérôme Powell a dit quelque chose de très important. Juste ici, récemment longtemps, etc. Mais plutôt les perspectives reflétant une anticipation de marché de la Fed qui estime que l'économie, qui estime que l'économie américaine se portera mieux qu'il ne le prévoyait il y a quelques mois. Vous lisez ça vraiment comme moi, mais... Si vous reprenez cette petite phrase de dire on pensait que ça allait être plus difficile pour l'économie américaine, que le chômage allait augmenter parce qu'il n'y avait pas assez de chômeurs, etc., enfin des trucs qui nous vendaient à ce moment-là, posez-vous la question. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie américaine? Est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle? De façon extrêmement limpide, on va s'expliquer, c'est quelque chose plutôt une bonne nouvelle. Donc ça peut nous mettre en fait finalement du bon côté du marché. Or, il faut toujours comprendre quelque chose.
le marché l'a déjà anticipé. En fait, les perspectives meilleures que prévues par rapport à Jérôme Powell vis-à-vis du marché américain sont déjà dans le prix. Le marché a donc bien pricé des résultats plus satisfaisants que ce qui était prévu par des économistes, ou notamment par Jérôme Powell ou par les membres de la Fed. Est-ce qu'on peut prendre en considération que finalement, c'est bon, l'économie américaine va mieux, donc j'achète? Dans une zone de rechargement de vente logique, difficile. Le marché anticipe. Les économistes, Jérôme Powell, constatent. Le marché ne constate jamais. En revanche, si le marché se trompe, il se rééquilibre, et généralement de façon violente. Dixit, les perspectives de croissance ou les perspectives de rendement des entreprises pour 2024, qui dépassent les sommets. Ça veut dire qu'on est censé aujourd'hui, qu'on se le dise de façon extrêmement claire et limpide, les perspectives de croissance des entreprises actuellement américaines sont supérieures à celles de l'année dernière ou de cette année. Or, actuellement, avec des taux hauts, avec une restriction et une forme de politique restrictive, notamment sur les emprunts, notamment sur la liquidité, notamment sur tout ça, en fait, il est de bon sens de croire aujourd'hui, et en tout cas de scénariser, que c'est pas vraiment un avenir prometteur qui nous attend, un avenir plein de croissance. Or, il faut toujours comprendre quelque chose, c'est que le marché anticipe, et le marché a donc toujours raison. Il peut très bien continuer à augmenter, parce qu'il aura probablement pricé le pivot de la Fed sur quelque chose qui pourrait se passer, en décalage de prix, sans forcément avoir des clôtures, etc., pour aller chercher de nouveaux sommets derrière. Et à ce moment-là, vous remettrez tout en fait dans le bon chemin. Ce n'est pas parce qu'il y a une cassure, il y a un pivot de la Fed, etc., qu'on va nécessairement faire de nouveau plus bas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En revanche, si on enclenche en fait une dynamique baissière, avec des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que ceux que nous ne constatons pas actuellement, si on ne le constate pas, c'est qu'on le croit. Si on le croit, c'est injouable. Parce qu'on ne joue pas en fonction de ce que l'on croit, mais uniquement en fonction de ce que l'on voit. Mais les anticipations marché ont été parfaitement bien anticipées. Honnêtement, bravo pour, j'ai presque envie de dire Wall Street, puisque même s'il y a autant de boules que de bears, et puis on va chercher le sentiment qui était très baissier depuis maintenant plusieurs mois. Ça a parfaitement été pricé. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur dans cette vidéo. Pour moi, je reste toujours dans cette dynamique de flux, dans ce petit range, et tant qu'il n'y a pas de news extrêmement catalysantes, pour moi, ça ne bougera pas. Et n'écoutez pas forcément Gary Gensler par rapport à sa vendetta qui continue. C'est son job de le faire et de mettre un cadre juridique. C'est sa mission, tout simplement. Partez du principe que sa mission pourrait prendre fin en novembre 2024. Donc il va falloir qu'il accélère. Personnellement, je pense qu'il prendra probablement pas de décision. Voilà pour ma part. Donc on a le temps chez les rois. Prenez le temps, il n'y a pas de souci. Et si on n'a pas la validation des ETF dans les 45 jours, ou même si on n'a pas la validation des ETF en mars prochain, ça ne veut pas dire que le marché crypto doit aller à zéro. Ça veut dire que c'est tout simplement reculer pour mieux sauter et pour mieux s'envoler. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans les lives des rois du Bitcoin à 12h30.